Bonsoir les amis, bienvenue sur Nurea TV. Soyez les bienvenus, on est très heureux de vous retrouver. Donc les amis, deuxième partie de soirée ce soir pour cet anniversaire des 3 ans de Nurea TV. On était présent à l'antenne en direct il y a quelques minutes à vos côtés. Et pour cette deuxième partie de soirée, on vous propose la diffusion d'une émission qu'on a enregistrée en journée avec un invité et un dossier qui a occupé une bonne partie de notre programmation sur l'année 2018. Un invité qu'on apprécie tout particulièrement, c'est Thierry Jamin, sur le dossier des momies de Nazca. On verra si on ne parle que de ça ce soir. Machu Picchu aussi un petit peu, s'il te plaît. C'est ce que je suis en train de dire. Ma chère, ce soir, nous abordons les momies de Nazca, mais il n'y a pas de limite aux thématiques qu'on pourra aborder avec notre invité. On est très, très heureux de fêter cet anniversaire Nurea TV en compagnie de Thierry Jamin. Thierry, sois le bienvenu. Eh bien, bonjour Nora, bonjour Guillaume. Et ça me fait super plaisir d'intervenir pour les 3 ans de Nurea. Et merci de m'accueillir une nouvelle fois. Le plaisir est pour nous. Merci à toi, c'est vraiment une chance de te recevoir pour cet anniversaire. Comme l'a dit Guillaume, on a parcouru donc ton histoire depuis longtemps, depuis bien avant même Nurea TV. Donc c'est de la folie ta vie, voilà. Et j'avais envie un petit peu ce soir, on avait envie avec Guillaume de passer un petit moment avec toi, d'en faire profiter aussi tous les Nuréens et Nuréennes qui sont là parmi nous pour aborder un petit peu tout ça avec pas mal de recul, même s'il y aura quand même quelques petits dossiers de dernière minute qu'on abordera, on en parlera tout à l'heure, sur les précisions concernant les momies de Nazca. Et je parlais du Machu Picchu parce que je suis tombée sur quelques articles où j'aimerais aussi avoir ton point de vue là-dessus, sur des nouvelles potentielles recherches, tout ça, savoir où tu en es aussi par rapport à cette histoire qui date et qui avait fait lieu de notre toute première interview il y a déjà 4 ans environ. Donc, le temps passe vite. Le temps passe vite. Alors, on voudrait savoir déjà pour commencer, comment tu te sens sur cette nouvelle année 2019. On t'a déjà reçu donc au mois de janvier. On avait fait aussi un petit développement, un petit compte-rendu sur la conférence qui avait eu lieu en novembre, cette sacrée information des momies authentiques. Est-ce que c'est toujours le cas? Tu sais, je suis allée voir un petit peu sur Internet, il y en a qui peuvent se poser des questions. Alors, il s'en dit des choses. On en est où par rapport aux momies qu'on connaît? Maria, Roberto, Josefina, qu'est-ce qui se passe pour la petite famille? Nous, on n'a pas cessé de continuer les recherches depuis le 19 novembre. Et pour nous, quand même, le 19 novembre dernier, avec les résultats diffusés au Congrès de la République, ça a été pour nous un peu le point d'orgue, puisque c'était, on considère vraiment que on a un peu rempli les objectifs qu'on s'était fixés au début de cette affaire. Et nous, pour l'année 2019, on aimerait se retirer un petit peu, s'éloigner un petit peu de l'affaire de Nazca pour revenir sur les traces de Paititi et pour aller s'aérer un petit peu vers la forêt amazonienne. Mais malgré tout, on continue donc les investigations sur l'affaire des momies de Nazca. Et on est en pleine analyse actuellement. Alors, je peux pas trop en parler parce que Nurea est beaucoup regardé et pas que par des amis. Et donc, voilà, pour pas donner le bâton sur lequel les détracteurs aiment bien nous taper. Donc, je resterai un peu en réserve sur les analyses actuelles. Mais c'est promis, dans quelques mois, on va diffuser, on va faire connaître toutes les dernières recherches que l'on fait actuellement. Donc, les recherches continuent. Ça veut dire que du côté de l'équipe Alien Project et Inca et Cusco, vous avez encore une batterie d'analyses qui sont en cours. Il y a toujours une démarche pour essayer de creuser le sujet. Est-ce que c'est des analyses qui se passent toujours en laboratoire, comme on a pu le voir sur les analyses ADN ou des analyses radio ou tomographiques, ou alors c'est des analyses que vous effectuez de votre côté sans passer par des établissements extérieurs? Ce sont des analyses en laboratoire et puis il y a d'autres analyses que l'on réalise avec le groupe Incari et on attend justement de recevoir certains matériels pour pouvoir avancer dans ces recherches. Je ne vais pas en dire plus, après je vais regretter. Bien sûr. Juste pour faire un petit bilan par rapport à justement ces personnes qui compliquent un petit peu l'histoire concernant les momies de Nazca. J'aimerais avoir ton point de vue là-dessus. Est-ce que tu n'as pas été étonné? Parce qu'en fait,
Moi, j'ai su aussi, en allant au Pérou, on a pu en discuter aussi de tout ça. On a pu le voir aussi sur Nuria TV. Je fais partie de certains groupes sur Facebook où je peux aussi apprendre des choses et me rendre compte que finalement, il y a eu énormément de blocages avec des personnes qui vous ont empêché de faire votre travail comme il faut, qui ont occasionné des retards ou des changements de direction. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? Ou toi qui as envie depuis le départ, tu nous le dis, de juste chercher à découvrir cette vérité, t'en penses quoi de ces comportements que peuvent avoir certaines personnes? Oui, moi personnellement, ça me dépasse un peu. Je pense que on a le droit de douter, d'être sceptique. On a le droit d'être convaincu qu'il s'agit d'un fake. Mais justement, quand on pense véritablement chercher la vérité, même si on pense que ce matériel est une fraude, eh bien, ces personnes devraient plutôt nous aider à démontrer le fake, la fraude. Et ça n'a jamais été leur comportement. Par exemple, lorsqu'on a essayé de faire les tomographies de Josefina, de Maria et de Wawita, certains sceptiques ou détracteurs auraient dû plutôt nous pousser à faire ces tomographies justement pour montrer les montages, le fake, quoi. Et c'est un peu la démarche contraire qu'ils ont eue en appelant pour certains, les hôpitaux de la région et pour essayer de faire pression sur ces hôpitaux pour empêcher les tomographies. Donc, pour des personnes qui prétendent chercher la vérité, je vois pas la démarche. Il n'y a pas une véritable honnêteté dans la démarche parce que ils ont empêché, dans ce cas précis, de nous faire réaliser ces tomographies. Alors, en fait, ils ne nous ont pas empêchés, ils nous ont retardés. Ça a été la même chose lorsque Joyce Mantilla et Jaime Maussan ont fait savoir dans le courant du mois de juin ou juillet que nous étions en pourparlers avec des chercheurs de l'université de San Marcos de Lima qui étaient très intéressés pour récupérer le matériel et entamer des recherches universitaires. Et dès que certains détracteurs ont appris qu'il y avait ces démarches, eh bien, ils se sont mis en devoir de prendre contact avec certains responsables de l'université pour empêcher que les momies atterrissent dans cette université qui est la plus ancienne d'Amérique du Sud. Voilà, donc, et puis j'en passe, hein, parce que… Oui, parce que j'allais rebondir sur le fait qu'ils sont allés jusqu'à vérifier donc, les CV des différentes personnes qui travaillent sur ce dossier et appeler les différentes relations de ces personnes, s'ils n'avaient pas leur famille ou autre, pour les dénigrer ou pour les décrédibiliser auprès même de leurs anciens employeurs parfois, voire de nouveau. Enfin, c'est allé très très loin. Ils ont même la vie des Oui, la docteure Clara Inés Martinez a eu beaucoup de problèmes professionnels et personnels, justement parce que ces détracteurs se sont insinués dans sa vie professionnelle et même dans sa vie privée. Et ça n'a pas été la seule. Hein. Et ça n'a pas été la seule, oui, il y en a eu d'autres. Là, tu nous parles des interventions assez négatives de certaines personnes ultra sceptiques sur le dossier des momies. Encore une fois, on a le droit d'être sceptique. Intervenir comme ça pour entraver les démarches d'analyse et de recherche de vérité sur le dossier, comme tu l'as dit, c'est pas très cohérent dans une démarche de recherche de vérité. Du côté des institutions, ministère de la Culture, les institutions péruviennes, en novembre, l'intervention s'est faite au Pérou, Congrès de la République. Au Congrès de la République, merci Thierry. Donc c'était dans un cadre institutionnel, il y avait un élu qui représentait les institutions aussi. Est-ce que ça a bougé un peu de ce côté-là ou là vous sentez toujours qu'il y a un bloc en face de vous et que ce dossier n'est pas prêt d'avancer?
Ah bien, au niveau du ministère de la Culture, ils restent sur leur position. D'ailleurs, je crois qu'ils ont organisé une conférence la semaine dernière sur l'affaire des momies pour démontrer qu'il s'agissait de mythes et d'un montage et que ce sont des corps qui ont été montés de toutes pièces, etc., etc. Donc, ils campent sur leur position et puis, bon, ça les arrange. Et personnellement, moi, je ne les voyais pas reconnaître la réalité de ces momies parce que ça avait des implications, ça posait d'autres questions euh, plus gênantes à résoudre pour des politiques. Donc, je pense qu'au niveau des autorités, ça les arrange que ça reste comme ça. Je sais pas si tu te souviens, Nora, mais quand un archéologue du ministère de la Culture qui était dans la salle de la commission Oui. est intervenu, il n'a pas répondu sur le fait que les, euh, les momies étaient authentiques ou non. Il a répondu que le problème, c'est qu'il n'y avait pas d'archéologue dans l'équipe et qu'on ne connaissait pas le site archéologique. Euh, Et C'était donc, un à peu de partir de la là, gueule de pour lui, bois. ça bloquait toute l'histoire. Parce qu'il disait, si on n'a pas le Voilà, site, nous, on ne va pas s'intéresser aux artefacts. Ce tout à qui fait. est Et vraiment qu'il n'y très avait pas de dommage. permis. Et il parlait de l'absence de permis. Et là, on tombe des nues, on croit rêver parce que personne n'ignore qu'il s'agit d'une affaire de wackero, c'est-à-dire de trafiquants. Et donc, comment un archéologue comme ça qui intervient au Congrès peut parler de cette manière, sachant encore une fois que c'est une affaire de wackero. Moi, Mhm. ce qui me semble assez choquant dans cette histoire, c'est que le ministère de la Culture et les gens qui travaillent pour et les scientifiques n'aient pas fait la demande de récupérer ne serait-ce qu'un corps ou la partie d'un corps de manière à procéder à des analyses neutres, entre guillemets, de leur côté pour, euh, pour pouvoir contrecarrer vos arguments sur l'authenticité des momies. On- Personne n'a demandé du côté des Mais institutions à avoir Et accès à des matériaux? je- alors aussi, moi, l'année dernière, j'avais été contacté par le ministère de la Culture. On était vers le mois de juin et j'ai reçu une lettre du ministère de la Culture à Lima pour me demander où étaient les momies et pour me demander si je pouvais leur indiquer des contacts leur permettant de retrouver la trace de ces corps desséchés dans le cadre de la procédure judiciaire qu'il y avait contre Mario et les responsables de cette affaire, dont moi, puisque j'ai été entendu comme témoin en juin 2017. Et donc, bon, moi, je leur ai répondu que les momies sont entre les mains de Mario et que c'était à lui qu'il fallait les demander. Il y a des résultats. De nombreux laboratoires ont fait de nombreuses recherches, de nombreuses analyses, et ces résultats, ces rapports sont à la disposition du ministère de la Culture. Et je pense que, in fine, de toute façon, les institutions vont récupérer les corps, donc ils pourront faire les recherches Il y a et José de la confirmer. Cruz, tu sais, José de la Cruz qu'on avait accueilli en ta compagnie la dernière fois, on lui fait un petit coucou au passage, il dit, jusqu'à aujourd'hui, personne des scientifiques du Pérou, donc ni le ministère de la Culture, n'ont fourni des preuves d'analyse scientifique qui prouvent que les êtres à trois doigts sont une fraude, comme ils le proclament, ce qui n'est ni éthique ni professionnel. Contrairement à cela, il demande qu'on n'enquête pas. Voilà. Bah, oui, il a raison. Je crois que quand on affirme quelque chose, c'est qu'on a des preuves. Il faut un socle d'éléments probatoires, ce que n'ont pas les chercheurs du ministère de la Culture. Donc, ils devraient être plus prudents dans leurs affirmations. C'est vrai que le contexte général, encore une fois, c'est du matériel qui vient de trafic, ne porte pas à la confiance, on va dire, mais il devrait quand même être assez prudent compte tenu des résultats que nous, on a obtenus et qu'on a fait connaître. Je voulais te remercier d'ailleurs parce que et remercier entre guillemets Mario aussi. Hein, on n'aime pas forcément ce qu'il fait hein, et sa façon de travailler, mais pendant un petit fragment de temps, au mois de novembre, on l'avait déjà dit sur Nurea, tu nous avais permis à ce moment-là, grâce à tes contacts, à Mario et tout ça, de pouvoir voir ces momies.
Donc, on a passé quelques images. Voilà, on va peut-être passer quelques images aussi à ce moment-là. Je te remercie énormément pour ça parce que je t'assure que le fait de les voir, de se rendre compte vraiment de leur existence, de pouvoir les tenir, de pouvoir constater aussi de cette peau, cette texture, la diatomée aussi qu'il y a dessus, l'ambiance générale finalement qu'il y avait aussi dans cette salle où on a pu les voir, c'était vraiment très impressionnant. Ça me permet d'ailleurs aujourd'hui, quand je vois certaines images, de tout de suite pouvoir me dire, ne serait-ce que sur photo, tiens, voilà, je vois un lien ou une sensation que j'ai pu voir en voyant les authentiques, ceux qui ont été donc analysés et déclarés comme étant authentiques jusqu'à l'ADN. Je te remercie énormément pour ça. Et je voulais à ce moment-là juste que tu nous rappelles que les momies ne sont pas en ta possession. À ce moment-là, c'est vrai que pour ceux qui ont eu, comme moi, j'ai pu la voir et le grade qui était avec moi, la possibilité de les voir en vrai, c'était occasionnel, c'était à ce moment-là, à cet instant-là, et je te remercie pour ça. Mais les momies, tu sais où elles se trouvent ou pas aujourd'hui? Je te remercie de me donner l'occasion de réexpliquer l'affaire, puisque la docteure Clara Inès, dans une conférence du 22 mars et le jour suivant, a répété que le matériel était en la possession de l'Institut Inkari et qu'elle sommait l'Institut Inkari de remettre les corps entre les mains de l'université d'Ika. Et non, nous, on aimerait avoir ces momies, mais on a de très bons contacts avec Mario. On a réussi à établir une relation de confiance avec lui, et à plusieurs reprises, comme on l'a expliqué, il nous a prêté le matériel justement pour nous permettre de faire ces analyses. Et nous n'avons pas, malheureusement encore, je le répète, ce matériel. Et les corps ne sont pas sous mon lit, ou je ne sais pas où on pourrait les mettre. Non, pour dire aux gens, je suis allée chez Thierry, il n'y a pas de corps chez lui. Bizarre. Donc, de momie, je vous assure. Il y avait un petit bol de bonbons, je m'en souviens très bien. Pas de momie dans les placards. Il est toujours là. Ah, merci. En parlant de corps, si tu veux bien qu'on fasse un petit partage d'écran, Nora, assez récemment, tu as partagé des photos, enfin, tu as repartagé des photos qui circulaient sur Internet d'une momie qui s'appelle Petra. Oui. Qui serait passée par le Brésil avant de terminer en Russie. Oui, tout à fait. Donc, j'ai pris quelques-uns de ces clichés, je me suis permis de les récupérer sur la toile. On voit cette momie Petra qui a des allures un peu de Maria. On est dans le même type de momie, mais on le voit sur l'image juste avant, Nora. On la voit à l'échelle posée sur un journal, et on a l'impression que cette momie est beaucoup plus petite que Maria. Nous, on ne l'a pas vue, hein, mais elle semble à peu près de la même taille, grosso modo, que Maria. Et ce sont des images qui datent du début de 2017. Et on a, avec Jaime Maussan, rencontré la personne qui aurait fait cette découverte dans la région de Paracas. Et on a vraiment l'impression de se trouver face à une même espèce, si on peut parler d'espèce. Et le fait que le propriétaire actuel de cette momie reste très discret, ne publie pas de nouvelles photos, de nouvelles vidéos, nous porte à penser qu'il s'agit d'une momie réelle. On parle également d'une troisième momie de ce type, dont on devrait avoir des images dans les semaines qui viennent. D'accord. Quand tu dis, Thierry, que toi et Jaime Maussan, vous avez rencontré les personnes qui ont trouvé cette momie, ça veut dire que ces momies-là ne sont pas issues des mêmes fouilles que celles menées par Mario et qui t'ont apporté les matériaux que toi, tu as présentés, notamment aux internautes français. Ouais. Pour être honnête, je n'étais pas présent. J'étais avec Jaime, mais pas au moment du rendez-vous avec le découvreur. Mais tout porte à croire qu'il s'agit du même site. Je pense que Mario n'est pas le seul à avoir accès à ce site. Et d'ailleurs, depuis quelques mois, il y a des rumeurs
inquiétantes qui parlent de groupes de waqueros armés qui se font un peu la guerre entre eux et qui auraient par exemple bouché l'entrée du site découvert par Mario, qu'ils auraient trouvé une autre entrée à quelques centaines de mètres avec un secteur encore plus riche que ce qu'avait découvert Mario et qu'à l'heure actuelle, il vendrait le matériel sur eBay et sur une plateforme internet brésilienne. Et donc, ça s'entrechoque apparemment en ce moment dans la région. Moi, j'aimerais bien aller avec mes amis d'Incari explorer, inspecter un peu la zone, mais on nous déconseille de le faire pour le moment parce que c'est un peu chaud apparemment. Oui, moi je suis en train de taper sur Nora eBay là. Nora est en train de faire une recherche sur eBay. Pendant que Nora fait cette recherche, on parlait de Jaime Maussan, un autre protagoniste important du dossier. Pour la partie sud-américaine, en tout cas, c'est lui qui communique les informations et qui fait, qui fait la couverture médiatique et aussi qui intervient sur les recherches sur ces corps-là. Est-ce que de son côté, puisqu'il y a des moyens qui sont mis, des moyens financiers importants qui sont mis en jeu par lui et par son partenaire, la chaîne, le média Gaïa, est-ce que eux poursuivent également les recherches? Est-ce qu'ils initient de nouvelles analyses? Est-ce qu'ils développent des moyens pour creuser un peu le dossier? Oui, oui, tout à fait. Jaime, comme il me le dit, comme il me l'a dit à plusieurs reprises, c'est un peu l'affaire de sa vie, cette affaire de Nazca. Et ils continuent les recherches, ils font des analyses ADN plus poussées actuellement sur la base des échantillons qu'ils avaient récupérés il y a un an et demi. Et oui, oui, ils continuent. Ils sont en contact avec Mario et avec différentes organisations qui pourraient être susceptibles de récupérer in fine ces momies pour pouvoir continuer des recherches dans un cadre plus institutionnel. D'accord. Toi, de ton côté, tu es toujours en contact avec Mario ou le lien est rompu? Moi, depuis cette affaire judiciaire, je préfère me tenir à l'écart de Mario. Mais bon, encore une fois, c'est grâce à lui que cette affaire a pu surgir. Et bon, j'ai des amis qui sont en contact avec lui. Et bon, Joyce et Jaime sont en contact avec Mario régulièrement. Donc, oui, indirectement, je veux dire, on est en contact. Voilà. La liaison n'est pas interrompue. Non, 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 pas du tout. Okay. On va rebondir sur un sujet, un des plus récents, sur le sujet des momies de Nazca, sur des crânes qui ont été vus. Moi, j'ai vu pas mal de commentaires, j'ai eu pas mal d'informations là-dessus. C'est des crânes qui pourraient être faux. Et il y a beaucoup de personnes, d'ailleurs, qui disent que ce sont des crânes d'alpaga. Voilà, il y a une histoire comme ça qui remettrait en question la totalité du dossier des momies de Nazca. Est-ce que tu peux nous éclaircir? Du moins pour les petites momies. Oui, mais moi je pars sur ce que j'ai vu de plus gros sur les réseaux. C'est pour certaines personnes, ça remet vraiment les choses à plat sur tout le dossier. Est-ce que tu peux nous parler de cette histoire? Prends le temps de nous expliquer vraiment les tenants et les aboutissants, parce que je sais que vous avez une part aussi dans cette histoire-là. Est-ce que tu peux tout nous raconter, vraiment tel que toi tu as vécu cette histoire des crânes d'alpaga? Oui, oui, en fait, à Nazca, il y a le docteur Navarrete, qui est une personnalité connue de Nazca, qui a réussi, il y a plusieurs mois, plus d'un an, à récupérer deux petites têtes très similaires aux petites têtes que nous-mêmes, nous avions récupérées de Mario en février 2017. Et dans le courant du mois de décembre, il a pris l'initiative eh bien de les autopsier, on va dire, de les disséquer en enlevant la peau, etc. etc. Et il nous avait envoyé des vidéos de ce qu'il avait filmé pendant tout le processus. Et il nous avait montré les crânes qui paraissaient montés, quoi. Ces crânes, ces vidéos. C'est bien ceux qu'on voit à l'écran? Oui, c'est ouais, ceux-là même.
Ok. Et donc, le docteur Navarrete nous a montré ces vidéos au tout début du mois de janvier. Et donc, comme on avait des doutes sur le fait qu'ils avaient été manipulés, truqués, Jaime Maussan a organisé un voyage dans le courant du mois de janvier, vers la fin du mois de janvier, vers le 25, avec le docteur Salcé pour examiner ces deux crânes et tirer l'affaire au clair. Et Jaime m'a dit que le docteur Salcé n'avait qu'une dizaine de minutes parce qu'il devait reprendre son avion le jour même à Lima. Et donc, dans la vidéo que Jaime a réalisée de l'examen clinique de ces deux crânes par le docteur Salcé dit que pour X raisons, ces crânes sont authentiques et que ils appartiennent à une espèce, des petits gris, etc., etc. Et Jaime Maussan a eu l'imprudence de diffuser ces images dans son programme dominical de Tertiaire Milléniaux. Moi, je ne l'aurais pas fait, très sincèrement. D'ailleurs, je lui avais dit à Jaime qu'avant de diffuser des images de ce type qui vont évidemment faire polémique, il était préférable de faire des analyses poussées pour être sûr de ce que l'on raconte, de ce que l'on va avancer, notamment des analyses ADN et carbone 14. Et donc, Jaime a diffusé les images du docteur Salcé inspectant ces crânes et ratifiant que c'était des crânes authentiques. Et nous, quand on a vu les images ici à Cusco par Internet de Tertiaire Milléniaux, on a quand même tiqué parce qu'on s'est dit, c'est quand même bizarre parce que sur les côtés, il y a des endroits où ça a l'air coupé et où ça a l'air poncé. Ah Et oui. donc, ça n'a pas l'air des crânes authentiques. Là, on est Et d'accord. donc, On le voit bien, notamment ici, tu vois, quand je zoome, on a des instruments de musique ou des objets qui peuvent avoir le même reflet, le même brillant. Il y a même une sorte de Ouais. pâte noire on a l'impression qu'il y a une sorte d'enduit noir qui Qui a qui peut-être bouge servi des à trous. reboucher des Il n'y a trous. pas une vraie symétrie. Les yeux sont étranges. Moi, cet épisode-là dans le dossier de Nazca, par rapport au docteur Salcé, au risque d'être un peu dur, mais est-ce que ça remet pas en cause les compétences du docteur Salcé sur ses capacités à juger de l'authenticité ou pas de crâne quand on voit qu'il peut se tromper sur ce genre d'artefact? Ah ouais. moi, je comprends tous ceux qui sont sceptiques et qui ont vu cette vidéo. Je pense notamment à un YouTuber espagnol, Alberto Casas, qui a eu également un peu la même réaction que nous en disant ça quand même, ça sent mauvais, quoi. Ça sent pas du matériel authentique. J'ai évidemment parlé avec Jaime. Jaime, il s'est excusé. Il m'a dit oui, c'est vrai que le docteur Salcé n'a eu que 10 minutes. Et, bref, il n'a pas pris le temps de bien examiner le matériel. Il devait reprendre son avion à Lima dans la même journée. Et alors, on a essayé de récupérer un échantillon du crâne, mais le docteur Navarrete, ça c'est Jaime qui parle, il s'est un peu défilé, c'était silence au téléphone quand ils étaient à Nazca. Et puis, en ce qui concerne les analyses ADN et carbone 14, Jaime m'a expliqué que c'était pas possible malheureusement de faire des analyses de ces crânes parce que le docteur Navarrete les avait nettoyés à l'acide. Alors, il y a un nom d'acide, c'est un produit médical qu'ils utilisent dans les hôpitaux, etc. Et alors, pour autant, il était peut-être possible de faire des analyses carbone 14. C'est peut-être toujours possible, je ne sais pas, mais en tout cas, c'était un peu compliqué. Au vu des crânes, est-ce que des analyses laboratoires carbone 14 ou ADN sont utiles quand on voit les photos
Ça doit être encore plus. Moi, ce que je comprends pas, c'est que le docteur Salcé a dû avoir dans les mains ces crânes. Et au vu des photos, j'ai envie de dire. Le docteur Navarrete, déjà lui aussi. J'ai envie de dire un médecin qui a l'habitude ou un scientifique qui a l'habitude de corps, d'ossements, peut voir que là, on a quand même affaire à quelque chose qui a été retouché. Qui est douteux, en tout cas. Mais au moins, le carbone 14 nous indiquerait s'il s'agit d'un crâne récent, dans le cadre d'une escroquerie contemporaine, récente, ou bien d'un crâne ancien dans le cadre d'une reconstitution ancienne. Et peut-être d'une pratique culturelle. Je comprends ce que tu veux dire. Et donc, alors après, on a, Jaime a contacté Mario. Joyce Mantilla est allé à Nazca. Il l'a contacté et Mario a affirmé à Joyce et à Jaime que lui, personnellement, n'a pas donné ni vendu ces 2 crânes au docteur Navarrete. Et que le plus probable, c'est que ces 2 crânes ne viennent pas du site sur duquel Mario nous a montré les différentes momies et il est censé avoir découvert toutes les momies qu'on connaît. Donc ces 2 crânes, on ne sait pas d'où ils viennent et qui les a donnés au docteur Navarrete. Et Mario nous a dit, je suis prêt à une confrontation nez à nez avec le docteur Navarrete. Ce n'est pas moi qui ai fourni ce matériel au docteur de Nazca. Donc, ça reste un peu en suspens. Mais je comprends, moi, que tous les internautes qui ont vu ces images ont eu un certain émoi. Et le docteur Salas, le premier. Et Luis Gerardo, c'est celui qui a organisé pour le congressiste Armando Villanueva Mercado la conférence et la table de travail au Congrès de la République. Et donc, on en a parlé au début du mois de mars. On avait de sérieux doutes sur ces 2 crânes. Et le 15 mars, Luis Girardo et le docteur Salas ont réussi à se procurer une tête d'alpaca d'un marché indien à Sicuani, à 3 heures de Cusco. Et après avoir fait bouillir à 2 reprises le crâne d'alpaca, ils sont allés chez un tailleur et ils ont coupé justement les parties en trop, on va dire. Et ils sont arrivés à un résultat pile poil sur ce que l'on voit dans la vidéo du docteur Salcé, avec le docteur Salcé. Donc pour nous, pardon Guillaume, pour nous, il n'y a aucun doute. Les crânes que l'on voit du docteur Salcé, ce sont des crânes d'alpaca qui ont été sculptés pour faire croire à des crânes de petits gris. D'accord, donc ce que tu nous expliques, c'est que la démarche a été faite en sens inverse, d'essayer de créer un faux crâne pour montrer que c'était réalisable dans les proportions de qualité qu'on a retrouvées sur ce fameux dossier du docteur Navarrete et ces 2 crânes qui ont été analysés maladroitement par le docteur Salcé. On peut comprendre, vu… Oui, je t'en prie, vas-y. Je crois que la démarche des détracteurs depuis 2 ans aurait dû commencer par là, c'est-à-dire se procurer une tête de lama. Ici, en Amérique du Sud, c'est pas très compliqué. Et puis, de refaire le même procédé que nous avons fait nous-mêmes. Oui, parce que c'est pour ça que je voulais rebondir. Inkari a participé à cet exercice de recréer, grâce au crâne d'alpaga, un crâne de petits, de petits gris, des petits êtres. Justement, j'ai trouvé cette photo. On vous voit donc là avec un des petits crânes. Ça, c'est le crâne que Louis a sculpté à partir du crâne d'alpaca. C'est le crâne qu'on a reconstitué à partir de ce crâne, donc qu'on a récupéré à Au niveau des yeux, ça n'a vraiment rien à voir avec ceux qui sont déclarés authentiques.
mais vous avez quand même réussi à avoir la morphologie, en tout cas visuellement, ça ressemble énormément. Tout à fait. Et on a aussi recréé le foramen magnum de Carré qu'on Mhm. a qui a été sculpté avec une perceuse dans l'os. Donc, en ce qui concerne les deux crânes, là, on voit le docteur Salas réaliser les radios du crâne reconstitué. Et Et non, malheureusement, justement, je ne peux pas vous les envoyer. Je n'ai pas encore la copie de ces radios qui ont été réalisées il y a 2 semaines. parce que justement, dans cette histoire, quand je l'ai raconté à certaines personnes, certains collaborateurs avec qui on travaille sur le dossier des momies de Nazca, moi, c'est vrai que quand je l'ai entendu et que quand tu me l'as dit, en fait, et que tu m'as dit voilà où on en est, voilà, on a tenté cette expérience-là, j'ai trouvé ça génial. D'ailleurs, je te l'ai dit au téléphone, écoute, c'est génial d'avoir réussi finalement à créer un fake, entre guillemets, enfin non, là carrément c'est un faux, donc c'est un fake, à l'avoir créé vous-même parce que moi, ce qui m'intéresserait maintenant, c'est de savoir où est-ce que vous avez bloqué pour la création de ce crâne, la reproduction de ce crâne, où est-ce qu'il y a eu des coups de scalpel ou de scie ou autre, voilà, ou de perceuse, comme tu viens de nous le raconter. Et ça, c'est extrêmement intéressant pour pouvoir justement juger au mieux avec un crâne qui serait justement mystérieux. Dès le départ, vous pourriez maintenant, en sachant tout ça, vérifier si vous ne retrouvez pas les mêmes sortes de manipulations sur un nouveau crâne, ou même les comparer avec les anciens. Et d'ailleurs, je t'avais dit à ce moment-là, est-ce que vous avez fait des radios? Parce que ce sera intéressant de faire la comparaison entre la radio donc d'un des petits êtres déclarés authentiques et la radio d'un crâne. Donc ce crâne-là qui a été manipulé, crâne d'alpaga, pour voir si on peut voir des traces de manipulation en radio. Ça serait assez intéressant. Je vais te reposer d'ailleurs cette question-là. Mais pour d'autres personnes, justement, à qui je l'ai raconté, pour eux, c'était « Oh mon Dieu, mais qu'est-ce qu'ils sont allés faire? Ils se sont tirés une balle dans le pied. Pourquoi ils ont tenté l'exercice de créer un fake ?» Qu'est-ce que tu en penses, toi? Bah, je pense que on ne perd rien à chercher la vérité et que si un jour on arrive à la conclusion que c'est faux, il faut dire que c'est faux. Nous, on n'est pas fanatisés par le cas et contrairement à certains détracteurs, on essaie de rester les pieds sur terre, la tête dans les étoiles de temps en temps, mais Surtout les pieds les, sur terre. voilà, et que donc on essaie de comprendre cette affaire. Et donc, je Et pense que la vérité ne doit pas faire peur dans un sens ou dans l'autre. voilà, Voilà. voilà, c'est ce que je pense aussi, et c'est pour ça que j'approuve encore une nouvelle fois cette expérience. Voilà, vous le saurez. Moi, j'approuve. Nora approuve, Moi, c'est bon, vous pouvez y aller les gars. je me dis, c'est clair que je trouve ça génial que vous, justement, votre équipe, ait pu réaliser cet exercice-là. Et maintenant, ça me permet de te poser ces questions. Tu n'as pas, pour le moment, bah, la radio pour pouvoir nous la partager là tout de suite et qu'on puisse voir des comparaisons là à l'écran. Mais est-ce que tu as pu voir cette radio-là? Est-ce que tu as eu la possibilité de la voir? Est-ce que ceux qui l'ont vue ont pu Elle déjà va- voir des différences? En fait, quand je suis arrivé au laboratoire du docteur Salas, il venait de les faire. Et on n'a pas, j'ai pas eu le temps personnellement de les regarder, mais c'est quand même très semblable, pour être sincère. On arrive à un résultat qui est quand même très similaire. Je pense que dans les semaines qui viennent, on montrera les deux types de radiographie. Alors, ça pose évidemment Ouais. plein de questions et je comprends que certains soient désormais sceptiques sur les corps complets, parce que quid des corps complets? Est-ce que ça veut dire que Josefina, Alberto, Victoria, Paul et les autres sont des fakes? C'est quand même assez. Et je comprends l'inquiétude des passionnés de cette affaire de Nazca. Après, bon, il y a Maria. Hein, il y a plusieurs choses assez, assez distinctes de cette affaire de Nazca. Et personnellement, l'explication d'un fake, c'est quand même pour moi, par rapport à ce que l'on sait de Josefina, par exemple, c'est quand même très compliqué de conclure à un fake.
Mais justement, quand on sait que Josefina a fait, on l'a vraiment bien étudié jusqu'à l'ADN, et l'ADN est assez étrange. Il y a aussi les œufs à l'intérieur, il y a aussi toute la composition intérieure de la petite Josefina qui est déclarée comme étant authentique. Le fait de savoir qu'en ayant recréé donc ce crâne d'alpaga, vous avez pu donc en radio avoir une ressemblance qui vous laisse perplexe, même si j'aimerais bien avoir les zooms de cette radio. Moi, je veux voir les traces de découpe, tout ça. Moi, c'est ça que j'attends, en fait, vraiment le détail de cette radio et pas seulement l'image, parce que là, en image, on peut voir effectivement que ça se rapproche. Après, je t'assure sincèrement, en ayant vu les vrais, quand j'ai vu ces photos-là, je me suis dit non, c'est louche, là, on dirait limite un petit ocarina qu'on aurait fabriqué tellement c'est poli, lissé à certains moments, quoi. Oui, mais tu les as vus avec de la Je les ai vus aussi avec de la recouverte diatomée, de je l'ai pas vu diatomée complètement sans peau, lissé. qui peut masquer les imperfections. Mais quand même, attends, je vais partager ce document à l'écran. Là, on est donc sur un exemple donc, des crânes qu'on a pu voir. Et il y a pas mal de choses que j'aimerais bien qu'on puisse vérifier en radio, comme notamment donc, ces petites fenêtres qu'il y a sur les côtés, si tout se trouve bien aux bons endroits, sur tous les crânes déclarés authentiques. Et à ce moment-là, sur ceux qui ont été manipulés, est-ce que ça se retrouve automatiquement ou pas? Voilà, je me pose vraiment des questions. Il va falloir qu'une étude comparative soit menée entre les crânes qui ont été jugés authentiques sur les matériaux que Mario vous a donnés et les crânes falsifiés, dont celui que, de toute façon, vous n'aurez que celui-là en main, celui que vous avez créé vous-même. Moi, ce que j'ai du mal à comprendre, encore une fois, on va attendre d'avoir les radios pour mener cette étude comparative, mais sur les premiers crânes, Josefina et toute la famille des plus petits, depuis le début du dossier, les scientifiques qui ont accès à ces matériaux nous disent on ne trouve aucune trace de falsification. Pas de coup de Non, scalpel. mais en revanche, depuis le début, on a quand même remarqué on va dire des anomalies. Par exemple, je vais vous expliquer, en octobre 2017, Mario nous avait envoyé un corps de petit gris comparable à Josefina ou à Alberto. Et bon, quand on le voyait, analyse clinique, ça semblait un corps momifié normal. La première chose qu'on a faite, c'est évidemment de lui faire des radiographies. Et on a vu au premier coup d'œil que le fémur, enfin l'équivalent du fémur droit, avait été cassé et les os étaient emboîtés comme ça, de manière un peu grossière, si tu veux. Oui, je m'en souviens de celui-là. Et donc, on se dit, est-ce que c'est la preuve d'une fraude? Je pense que des fraudeurs comme Mario, etc., ils auraient pris la peine de mettre un os complet, que ce soit d'un animal ou… On parle évidemment dans l'hypothèse d'une fraude moderne. Ils auraient quand même pris la peine de mettre donc un os complet, ou bien d'essayer de le régler de manière plus discrète, quoi. Alors que là, c'était vraiment un os emboîté dans un autre os. Et on s'est dit, ça ne peut pas être un fait une manipulation moderne, parce que ça serait vraiment trop gros. Les types, ils se tirent une balle dans le pied, tu vois. Et donc, on a eu l'impression que ça avait pu être une reconstitution antique de l'époque des Nazca, par exemple. Oui, d'ailleurs, à cette époque, tu les appelais des poupées. Voilà, c'était vraiment le cas des poupées. Ouais, donc, ils avaient pu utiliser une espèce de pâte, une pâte à base de terre et de fibres végétales pour recouvrir cette partie de la jambe, etc. Tout comme le faisaient les Indiens Chinchorros dans le nord du Chili, dans la région de l'Atacama. Et la région de l'Atacama, c'est une région voisine de Nazca. Donc, vous voyez, depuis cette époque-là, on pense que donc ces anomalies que l'on peut observer parfois chez les uns, chez les autres, ça peut être des manipulations anciennes. Aujourd'hui, par exemple, on fait des manipulations sur les morts pour les présenter aux familles, ou des vieux, tu vois, qui sont un peu recroquevillés. On leur casse un peu la colonne vertébrale pour pouvoir les allonger dans le cercueil.
bon, bah, pour autant, les types, c'est pas des fakes, c'est parce que ça fait partie de ce que font les chiropracteurs. D'une pratique mortuaire. Mais là, Oui, voilà. sur les crânes, Thierry, il y a quand même des questions à poser. C'est-à-dire que, encore une fois, sur des. Je prends l'exemple de Joséphina qui a été. Joséphina. Oui. D'ailleurs, j'ai une copine qui s'appelle Joséphina. Je salue Joséphina si elle nous écoute. Bisous, Joséphina. Sur Joséphina qui a été étudiée en long, en large et en travers, encore une fois, il n'y avait aucune trace de malfaçon détectée, de fake. Si tu nous dis qu'il y a une ressemblance entre, par exemple, les radios qu'on aura du crâne de Joséphina et les radios que vous avez faites sur le crâne que vous avez falsifié, ça voudrait dire quoi? Que on voit sur le crâne que vous avez falsifié, sur les radios, on voit clairement les traces de coupure, les traces si on a limé un peu de matériaux ou ce genre de choses. Mais ça, Ouais. on l'aurait vu également sur Joséphina, Joséphina, je vais y arriver, s'il y a ressemblance à ce point-là. Oui, tout à fait. Ce qui serait intéressant, par exemple, dans l'idéal, ce serait de réaliser les tomographies HD de Alberto, de Victoria et de Paul pour pouvoir les comparer à l'anatomie de Josefina. Dans le corps de Josefina, on a trouvé des paquets de nerfs, etc. Et s'il s'agit d'une espèce à part, on devrait retrouver les mêmes détails physiologiques chez Albert, chez Victoria et chez Paul. Il y a aussi cette affaire de côte circulaire. Dans le cadre d'une fraude, où est-ce que les Waqueros sont allés pêcher des côtes circulaires? Chez quel animal, par exemple? La clavicule également. Chez quel animal ils sont allés récupérer ce type de clavicule, qui sont quand même des éléments très particuliers et uniques. Un autre élément qui est très particulier aussi, c'est au niveau des vertèbres. Les vertèbres sont creux. Et apparemment, il n'y aurait pas d'animal terrestre avec des vertèbres creux. En tout cas, c'est dans les proportions qu'on retrouve sur l'anatomie de ces vertèbres. Il semblerait, moi, de ce que j'ai lu sur Internet et des déclarations de certains scientifiques, soit du côté Nkeri, soit du côté Jaime Maussan, qu'il y ait des proportions entre les différents os ou les différentes parties de ces vertèbres qu'on ne retrouve nulle part ailleurs dans le règne vivant sur Terre. Oui, dans la traduction espagnole, j'ai dont les corps vertébrales sont creux. Alors, voilà. Tout à fait. Traduction. En ce qui concerne la colonne vertébrale de Josefina, eh bien, on s'aperçoit par exemple qu'au niveau des œufs, ou des pseudo-œufs, puisque certains pensent que ce sont des pierres, eh bien, il y a une adaptation de la colonne vertébrale aux œufs, c'est-à-dire que ce n'est pas une colonne vertébrale qui est comme ça droite, nette, mais elle épouse la forme des œufs. Alors ça, comment des Waqueros vont le reproduire, ça? On a vraiment l'impression que physiologiquement, le corps a été adapté. Le corps qui contient les œufs s'adapte à la présence des œufs, tu vois. Ça, comment tu le reproduis? Puis il faut être balèze pour penser à ce genre de détails. Les œufs, s'il s'agit de pierres, bon ben, on est sur Terre, il y a de la gravité. Comment les pierres ne tomberaient pas au fond du cloaque de Josefina? Et puis, ce quatrième œuf en formation qui se trouve dans un oviducte, moi, je ne peux pas croire que tous les scientifiques, les Russes, José de la Cruz, le docteur Salcé, etc., sont à ce point nuls, quoi, pour confondre un oviducte avec quelque chose qui n'existerait pas, quoi. On les voit. Cette partie-là de tout le système reproductif de Joséphina, moi, c'est un des points qui m'a fait pencher plus du côté de l'authenticité de ces corps plutôt que du côté du scepticisme. Oui, comment tu leur réponds ça? Mais sur ces crânes-là, en tout cas, je suis curieux d'avoir les radios du crâne falsifié pour pouvoir les comparer et avoir des explications aussi
des scientifiques qui, il y a quelques mois, nous ont dit on ne détecte aucune trace de fraude. Et là-dessus, je veux bien les croire. Mais si on ne détecte aucune trace de fraude sur les anciens crânes et sur le crâne falsifié, on nous dit que l'aperçu est exactement le même. Moi, j'aimerais savoir aussi, est-ce qu'il est possible finalement de faire un crâne de Josefina ou d'Alberto avec n'importe quel autre crâne? Là, c'était un crâne d'alpaga, mais est-ce que tu penses qu'avec d'autres, on peut aussi arriver à ce résultat-là? Bah, j'aimerais bien le savoir, moi aussi. Là, on a utilisé. On discute entre nous, on débat. En tout cas, avec un crâne d'alpaga, ça a cette taille-là. Mais une fois que tu coupes, que tu enlèves la mâchoire inférieure et que tu tailles ce qu'il y a à tailler, on arrive à un crâne de proportion des petits gris, par exemple. Et bon, l'alpaca, c'est aussi un animal endémique de l'Amérique latine. Donc, ça pourrait avoir été fait peut-être dans le passé pour des raisons que l'on ignore. Tu vois, il y a aussi quelque chose qui est intéressant dans le cadre d'Alberto et de Josefina, c'est que ils ont gardé ce qui semble le cerveau. Donc, en faisant une biopsie de ces tissus, le cerveau, il est resté dans la boîte crânienne. Donc, on imagine qu'au niveau des contaminations, des pollutions bactériennes, c'est quand même limité. Donc, ce serait peut-être intéressant et une expérience à faire dans le futur, un futur proche, de faire des analyses ADN de ce cerveau qu'ils ont encore. Et puis ensuite, il y a encore un élément, moi, qui me laisse perplexe, c'est les résultats ADN de Victoria. C'est-à-dire que les résultats ADN qui ont été réalisés par plusieurs laboratoires concluent que l'ADN de Victoria, c'est entre 15 et 19% d'ADN en commun avec l'Homo sapiens. Et ça te pose des questions. Si c'est une fraude, comment tu peux frauder l'ADN? L'ADN, dans un procès en justice, pour un viol, pour un assassinat, c'est la preuve ultime qui t'innocente ou qui t'envoie pour 25 ou 30 ans en prison. Donc, et si la justice utilise l'ADN comme référence, c'est parce que c'est infalsifiable. Alors, comment on arrive à un ADN comment les laboratoires sont arrivés à des conclusions aussi époustouflantes avec des ADN de 15-19% dans le cadre de Victoria. Oui, et puis après, il y a aussi les ongles, les empreintes digitales. Enfin, en fait, il y a tellement de détails. Alors, dans le cadre de Maria, effectivement, on arrive à 33% d'ADN en commun avec l'ADN humain. Et comment on reproduit des empreintes digitales qui ne sont pas humanoïdes, enfin qui ne sont pas Homo sapiens. On fait comment moi, je suis ouvert d'esprit et qu'on m'explique comment on fait des empreintes digitales à partir de rien, quoi. Alors, je voudrais te poser la question, est-ce que pour toi, qui a participé à toutes ces analyses, pour Josefina, Alberto, d'ailleurs, je vais poser à tous les deux, mais est-ce que ces crânes donc, qui ont été modifiés d'alpaga, en tout cas ce crâne d'alpaga, dont vous avez participé à la modification, qui pose question, est-ce que ça a ébranlé votre conviction sur la déclaration d'authenticité, pour l'instant, des scientifiques concernant Alberto et Josefina, par exemple, ou Victoria? Honnêtement, oui. On est obligé de se poser des questions et il faut toujours avoir des doutes de toute façon parce que c'est le doute et le scepticisme qui fait avancer les choses. Quand tu as des certitudes à 100%, à un moment donné, tu te prends un mur parce que tu vois pas les obstacles. Et oui, bien sûr, ça nous, à titre personnel, je me pose des questions. Comment on arrive à, je sais pas comment vous expliquer, comment on arrive à des corps qui semblent authentiques, malgré l'ADN, malgré le carbone 14, comment on pourrait arriver à la conclusion que c'est une fraude? Ça paraît improbable. Alors, on aimerait savoir l'explication et connaître l'histoire de ces corps, mais encore une fois, on n'a pas accès au site archéologique, donc il n'y a pas de contexte archéologique. Moi, je pense que
crânes, enfin les corps des petits gris ont sûrement été retouchés, mais à l'époque des Nazca pour leur laisser une apparence vivante, si tu veux. Mais encore une fois, l'ADN ne ment pas. On peut pas, On est obligé, je comprends. En fait, on est obligé de prendre en compte le fait que le carbone 14 remonte ça à parfois plusieurs milliers d'années, centaines d'années, milliers d'années. Il y a eu il y a 2000 ans, 1500, enfin voilà, il y a eu pas mal de chiffres suivant les différents échantillons et les différents artefacts. Et ensuite, il y a l'ADN qui est authentique et qui est chelou. Voilà. Donc, on peut pas dire que l'ADN est authentique, parce que authentique par rapport à quoi? Les analyses, pardon, excuse-moi, les analyses sont celles qu'elles sont. Donc, les analyses sont authentiques, voilà. Mais en même temps, l'ADN est étrange parce qu'en fait, il manque de l'information, il ne répond pas à tout. Il y a beaucoup, une grosse partie qui n'est pas identifiée dans cet ADN-là. Tout à fait, il y a des éléments qui nous manquent. Et par rapport à l'ADN de Victoria, Jaime Maussan a comparé cet ADN avec la vicuña, la vigogne, qui est un parent proche de l'alpaca. Et la vigogne n'a que 4% d'ADN en commun avec Victoria, c'est-à-dire quasiment zéro. Ouais, donc, comment tu expliques alors je te pose la question, toi, Guillaume, et du coup, comment tu peux expliquer le fait qu'il y aurait eu manipulation à l'époque, à partir de quelle base de corps? Je veux bien que les petits soient falsifiés ou avec des crânes modifiés, mais déjà, ça ne correspond pas à l'alpaga, ça ne correspond pas à l'espèce dont tu viens juste de nous parler. C'était quoi? La bigogne. Mais après, c'est un peu tout le problème de ce dossier-là, parce que ça fait des mois qu'on le retourne tous dans nos têtes, forcément. Et on est passé par des hauts, des bas, des moments d'euphorie, croyant avoir la certitude et les preuves que tout ceci était 100% authentique, des moments de doute en se disant, mais quand même, cette pièce-là du dossier ne colle pas dans le puzzle. Et en fait, je me rends compte, plus on avance là-dedans, c'est que sur cette histoire d'authenticité, on essaie d'avoir une vision trop manichéenne, c'est-à-dire tout noir ou tout blanc. Soit c'est tout vrai et authentique et on les a enterrés tels quels et les corps n'ont pas bougé, soit tout ça a été monté par des petits malins de Wakaros qui ont essayé de faire du business. Et en fait, comme tu disais, on n'a pas le contexte dans lequel tout ceci a été enterré. Est-ce qu'on est dans le cadre de pratiques mortuaires, donc de modification de corps? Est-ce que les plus petits corps sont partiellement modelés pour faire référence à quelque chose d'autre? Parce que même dans ce cas-là, pour l'apprenti ufologue que je suis, même ça, c'est passionnant, parce que si on a modelé ces corps, c'est en référence à quelque chose, et donc en référence à quoi? Il y a la pièce maîtresse de tout le puzzle qui est Maria, et là on se dit... Maria ne rentre pas dans le cadre. Je veux dire, sinon, ils ont trouvé un alpaga géant pour faire le crâne à Maria. Ça, c'était la petite joke au passage. Crâne d'éléphant, faut voir. Tout ça pour dire qu'il. Mais qu'est-ce que vous faites de l'authenticité des résultats à carbone 14 et de l'étrangeté de l'intérieur de ces momies et de cet ADN, d'où il sort? Tout à fait. Alors, certains détracteurs, des archéologues du ministère de la Culture au Pérou dit que en fait, c'est s'agissant des résultats de Victoria, c'est 15%, 15-19% d'ADN proche de l'Homo sapiens et le reste, c'est de la contamination, c'est-à-dire de la pollution. Mais non, parce que les laboratoires ont bien été clairs. Ils ont bien fait la part entre l'ADN inconnu et les 15 ou 19% de contamination bactérienne. D'accord, donc quand on dit 15%, c'est vraiment sur l'ADN qu'on a pu analyser. C'est-à-dire qu'il y a 15% de cet ADN vraiment étudiable, analysable, qui correspond… Non, c'est pas ça. Non. En fait, sur tout l'ADN, sur 100%, il y a, par exemple, comme on disait sur Joséphina, je crois, 19% qu'on peut mettre en parallèle avec l'Homo sapiens, en lien. Et après, une grosse partie qui est là, mais qui ne trouve pas de résultat. Et peut-être un petit pourcentage défectueux, qu'on ne peut pas, Tout à fait. vraiment analyser.
Oui, je crois que c'est à peu près 20%, 15-20% de pollution bactérienne, peut-être quand on a touché le matériel ou à travers les siècles, des animaux ou, sont venus pisser dessus ou je ne sais pas quoi. Et, euh, le Donc, reste, il il y a… reste 80%, on va dire. Sur ces 80%, pour Maria, il y a 30% qui est en lien avec nous. Et Et, voilà, et il y a 50% ou 40%, même 30%, même 10%, c'est incroyable, mais même ouais, voilà, d'ADN qui n'a pas été, qui n'a pas fait ce match avec d'autres espèces Avec la banque dans de les… données qui référence le vivant sur Terre. donc qui est analysable, tout ça, qui ne trouve pas de correspondance dans la banque de données. qui ont été comparés sur plus d'1 million d'espèces, hein, animales et végétales. Donc, Oui. on est Et quand même donc, obligé. C'est ce qu'on appelle un casse-tête. Mais purée, mais je ne sais plus dans quel Ouais, sens. Ah, voilà, là, on est parti dans l'hypothèse d'une manipulation d'époque. Donc voilà, comme le carbone 14 nous montre que ça date d'il y a longtemps, qu'en même temps, quand tu les vois, l'aspect et tout ça, tu te dis que ça voilà, ça vient pas de sortir. C'est pas comme les crânes tout neufs, tout brillant qu'on vient de voir. Et en même temps, bon, l'aspect est différent, même si quand même, je peux comprendre qu'on puisse me dire, bah oui, mais si on enlève la peau des autres et tout ça et qu'on les nettoie ou qu'on les met de l'acide dessus, on peut avoir aussi cette brillance. Mais quand même, partons de l'hypothèse de suivre donc ce carbone 14. Ça remonte à bien, bien loin. Je trouve l'exercice quand même extrêmement compliqué pour l'époque. On est dans l'époque précolombienne. Oui. Et donc, comment ils ont pu faire? Et après, bah voilà, je bloque quand même quand j'en arrive au matériel de base qui aurait pu servir à cette manipulation. Ce matériel n'est pas connu. Et on n'a pas trouvé de traces de colle ou d'agrafe qui puissent nous orienter vers une fraude moderne. Par exemple, les mains, les grandes mains. Il y a 2 laboratoires qui les ont datés de 6000 à 7000 ans. Où est-ce que des waqueros modernes vont aller trouver dans le désert du Pérou du matériel qui date de 7000 ans? Moi, ok, je veux bien, mais qui nous montre, qui nous emmène vers un ossuaire de 7000 ans, quoi. Et alors que on a bien, dans le cadre des mains, on a bien confirmé qu'il s'agissait de la peau, de la chair, de tendons, d'os. Voilà, qu'on Mais nous c'est explique. ça, j'étais en train de penser à ça et je me dis, en même temps, l'intérieur, là, de Josefina, c'est quand même un truc de fou parce qu'ils ont pensé aussi à la méthode, la déglutition, comment elle se passerait sur un être qui serait comme ça, les vertèbres dont on a parlé, les nerfs, tout ça, tout a été mis en place avec une telle précision. Je me dis, mais à l'époque ou même aujourd'hui, waouh, c'est quand même un sacré exercice. Et pourquoi faire? Bon, financièrement, d'accord, on a compris, mais quand même, ça vaut pas tout le travail. Et la reproduction, là, c'est usiné carrément, hein. Il en faudrait beaucoup. En fait, tu sais quoi, on en revient aux mêmes questions du début, mais avec encore plus de questions aujourd'hui qu'au début. Je t'en veux. Je ne vais pas dormir. Non, mais c'est vrai que ce que tu dis, Nora, c'est que à chaque fois, et c'est le cas depuis le début, depuis qu'on fait les premières radios des têtes, des mains, etc. On pense que les radios vont nous permettre d'en savoir davantage, mais en fait, ils génèrent encore d'autres questions. Et les tomographies nous ont permis de voir à l'intérieur de Josefina, de Maria. On a vu que Maria, par exemple, elle n'a pas de rein, elle n'a pas de foie. Et, et donc, quel est l'intérêt d'un waquero de retirer les reins de Maria ou de lui retirer le foie? En tout cas, on ne les a pas vus, on ne les voit pas dans dans les radios, dans les tomographies. On n'arrive pas à voir également l'appareil reproducteur de Maria. On ne voit pas de trompe, on n'arrive pas à voir ni un vagin, ni rien, quoi. Et c'est quand même incroyable. Et alors qu'on a fait des radios de haute définition. Sur ces radios de haute définition, cette tomographie, est-ce on pourrait voir s'il y a des cicatrices? Puisque j'imagine que si on a pris un corps humain et qu'on a retiré le foie et les reins, il doit y avoir des cicatrices.
Oui. Est-ce qu'on a essayé de creuser C'est là-dessus? fripé hein, quand même hein, sur la surface. Ouais, elle est quand même recroquevillée. Donc, et au niveau de l'abdomen, c'est quand même très comprimé. Donc, c'est un peu compliqué. J'en parlais encore la semaine dernière avec le docteur Salas. On ne voit pas les reins, on ne voit pas le foie. Et je crois qu'il y a quelques organes comme ça qui n'apparaissent pas. Alors qu'il y a le cœur, il y a les poumons, il y a, je crois, les intestins. Il y a même, on sait même ce qu'elle a mangé avant de mourir. Donc, pourquoi des Wakero auraient laissé ces organes et auraient fait une fixette sur les reins et sur, en même temps, d'extérieur, on ne voit pas d'appareil génital. Donc, peut-être qu'elle ne fait pas pipi, donc pas besoin de reins. Voilà. Il n'y a rien qui se nettoie à l'intérieur, il n'y a rien qui s'évacue. C'est pas illogique ce que dit ma collègue. Après, elle n'a pas de poumons. C'est parce qu'ils aimaient bien picoler. Elle a des poumons. Elle n'a pas de foie, voilà. Ils aimaient bien picoler, donc pas de problème de foie. Là, c'est moins scientifique. Oui, cette deuxième partie, c'était pour faire le joke. Mais il y a des choses où on peut vraiment se poser des questions et le manque de quelque chose peut expliquer le manque d'une autre chose, comme ce que je viens de dire pour l'appareil génital. Mais voilà, comme tu dis, pourquoi enlever ces parties-là? Ou pourquoi modifier? Ou pourquoi faire cette momie sans appareil génital, vu la précision de son contenu? Est-ce que les reins se sont recroquevillés au bout de 1850 ans au point où ils ont disparu? Pourquoi pas? Moi, je ne suis pas médecin. Oui, on extrapole, mais… Ouais, alors qu'on a le cœur, il y a même le diaphragme. On voit le diaphragme, etc. C'est quand même… Ouais, c'est quand même assez précis. On l'aura compris, encore des questions sur ce dossier. Et on va continuer à suivre ça de près. Hein. Et encore, j'insiste sur les empreintes digitales, comment on les reproduit sur les pieds. On ne voit pas de montage, on ne voit pas de coupure de peau. Avec Wawita, je me souviens que la première fois qu'on m'avait montré Wawita, j'avais eu l'impression que ça avait été coupé, qu'on avait sectionné une partie parce qu'il y avait une cicatrice sur les pieds. Et ça a été confirmé avec les tomographies. On voit très bien les 5 métatarses, métacarpiens des mains et des pieds. Mais j'imagine que si les Wakero avaient pris la même délicatesse de couper comme ça a été fait chez Wawita. Alors, chez Wawita, d'après le docteur Salas, etc., ça a quand même été fait dans l'Antiquité, vu la fragilité de la momie. Mais on ne voit pas ce genre d'intervention chez Maria. Tu vois. Non. Donc, et Maria reste quand même avec ses 3 doigts, toutes ses phalanges, voilà. Et les empreintes digitales. Et les empreintes digitales et les ongles. Alors, admettons que c'est une fraude, Maria, que ça a été monté de toutes pièces, où les Wakero ont été pêchés des empreintes digitales qui ne sont pas Homo sapiens, parce que ce sont des empreintes très horizontales. Chez quel animal ils sont allés? Chez des singes, chez un gorille? Enfin, il faut aller… Oui, il y a les ongles aussi, les dimensions des ongles, les proportions des ongles qui sont… Qui font 80% de la phalange distale, je crois, et alors que chez l'Homo sapiens, c'est 50%. Ouais, il y a beaucoup de Il y a encore beaucoup de… Et donc, tu continues, toi et ton équipe, voilà, fouiller. On est obligé de continuer parce que il se passe toujours quelque chose dans cette affaire de Nazca, et on aimerait quand même en avoir connaître le fond de l'affaire. Mais on arrive… Alors, effectivement, avec la communauté des internautes, des ululeurs que je salue, on a été très perturbés par ces photos, ces images des crânes du docteur Salcé, où le docteur Salcé apparaît. Mais pour autant, après avoir nous s'être penché sur cette affaire, on n'arrive pas à conclure à une imposture moderne. Ça semble impossible avec tout ce dont on vient de parler, des détails qu'il y a dans le corps de Josefina, les analyses ADN, carbone 14, ça paraît
vraiment compliqué. Ou alors, le mec, c'est un magicien. Il faut lui donner le prix Nobel de magie. Non, mais j'avoue, Ah là, il y a après, des Césars, voilà, il y a des mais Césars à distribuer. d'où l'intérêt de prendre, par exemple, pour l'ADN, des petits morceaux un petit peu partout. Parce que c'est vrai, quand on voit ces crânes tout propres, tout lisses, moi, à chaque fois, je disais, les yeux, ça n'a rien à voir. Mais effectivement, si tu rajoutes une vieille peau par-dessus que tu viens coller, tu peux avoir ces petits traits qu'on voit un petit peu enfoncés dans les crânes dits. Quoique les petits crânes, vous n'avez pas analyse que pour le reste, hein, que pour les petites momies de 60 cm environ. Vous n'avez pas analysé l'ADN des tout petits crânes sur lesquels vous étiez tombé au tout début. Parce on l'avait analysé dans les premières analyses chez PaléoDNA au Canada. On avait prélevé, alors c'était pas de l'os, c'était le supposé cerveau qu'il y avait dans les crânes. Et PaléoDNA nous avait dit que c'était 99% Homo sapiens. Et alors, un laboratoire d'Angleterre qui avait repris les analyses de PaléoDNA nous avait dit attention, c'est pas 99, ils arrivaient à 80, 97 ou quelque chose comme ça parce qu'il y avait c'est une affaire de méthode et de statistiques justement comme tu le rappelais tout à l'heure. Et donc il faudrait imaginer que des Wakeros donc ont mis du cerveau humain dans des crânes dans un crâne d'alpaga. Ouais, voilà, dans des crânes d'alpaga. Ce dossier, Moi, j'arrête. Il a de quoi rendre bon. complètement barge. J'ai besoin d'une pause. Non, mais sur ce dossier des momies, effectivement, il y aura certainement de nouveaux éléments qui vont nous amener à réfléchir, à reprendre tout le dossier dans son ensemble, à secouer tout ça un bon coup et essayer de compléter le puzzle. Mais tu sais, quand tu pars dans l'idée, ok, partons de ce point de vue, c'est faux. Et ben, tu n'arrives même pas à prouver que c'est faux. Et quand tu pars du côté où c'est vrai, bah, au bout, tu restes quand même avec des petites obscurités, des petites choses qui ne correspondent pas. C'est exactement ça. C'est pour ça. Je pense que dans 10 ans, on se rend compte des questions. Ah, mais ouais. Moi, cette affaire de Nazca. Depuis le début du dossier, j'ai toujours dit, hein, ce dossier qu'on est en train de vivre depuis 2-3 ans, c'est un peu le Roswell de notre époque. Ah ouais. C'est-à-dire que dans 20 ans, on en parlera toujours et on se posera toujours des questions. Je pense qu'à Roswell, ils ont des réponses plus précises que sur les momies Nazca, je suis d'accord. Le cas de Nazca, ouais. Bah, tu feras les 10 ans de Nurea, les 15 ans, les 20 ans. On te suit, on lâche pas ce dossier. Je te promets, tant qu'on n'a pas une vérité, un truc potable, un truc qui permettrait à mon cerveau de se détendre. Ça pourrait être ça, c'est bon. Et ben on continuera à te suivre et à voir où tu en es de tes recherches. En tout cas, sincèrement, sur ce dossier-là, et sur tout le reste aussi, parce que je voudrais qu'on parle d'autre chose juste après. Mais sache que je te soutiens à fond dans tes recherches, dans cette grosse intrigue incroyable. Et merci de faire tout ça, merci de faire tout ce que tu fais. Et comme on l'a dit dès le début, on ne cherche que la vérité. Et je te remercie de nous y aider, même si parfois c'est compliqué, mais je vois que tu es autant perturbé que nous, ça me rassure. Ouais, je rajouterais que effectivement sur ce dossier-là, nos convictions, elles fluctuent, il y a des hauts, il y a des bas, et il y a des remises en question sans arrêt. C'est une chose depuis le début de ce dossier, et 100% d'accord avec moi, sur lequel on n'est pas revenu, on ne remet pas en cause, c'est l'honnêteté, l'intégrité dont toi et tes équipes vous faites preuve dans ce dossier. Donc, notre soutien, vous l'avez toujours. Et puis, j'ai envie de dire, rendez-vous dans 10 ans avec des nouveaux éléments et on pourra y voir plus clair. Là, ce sera dans 30 ans. Dans 30 ans. On ne lâche pas l'affaire, Thierry. Tu sais, quand tu auras la peau toute fripée, tu dis « Ah, je ressemble un peu à Maria, ça y est !» J'ai envie d'enchaîner sur le Machu Picchu avant d'arriver sur Paititi, si tu veux bien. Machu Picchu, je suis tombée sur cet article que tu avais partagé. Si tu peux nous en parler, où ça en est, qu'est-ce qui se passe? Parce que c'est sur ce dossier-là qu'on s'était rencontrés la première fois. Tout à fait. Il y a tout cet article. Est-ce que tu peux nous en parler? Bien, en fait, avec le député Armando Villanueva Mercado, qui fait partie donc de la commission culture du Congrès. Il est très intéressé par cette affaire de la tombe de Pachacútec et il y a deux hypothèses. L'hypothèse que que le corps de Pachacútec pourrait être dans une crypte secrète de l'hôpital San Andrés de Lima.
Et puis, il y a aussi l'hypothèse qu'il pourrait encore se trouver dans une des cavités que l'on a mises au jour en 2012 avec ces recherches, ces résonances électromagnétiques. Et donc, dans le cadre d'un projet qu'il a présenté au mois de mars au Congrès de la République, il a lui et son groupe ont proposé un projet de loi déclarant les recherches dans ce temple des Trois Portes d'intérêt culturel national, pour peut-être relancer l'idée d'une possible ouverture de cette fameuse entrée découverte en 2010 par David Crespi. Et donc, voilà, il a proposé ce projet qui est actuellement en cours. Et alors, tout le groupe des archéologues qui nous sont tombés dessus en 2012-2013 se sont de nouveau manifestés. Et alors, ce qui est assez marrant, c'est que sur la page Facebook d'Armando Villanueva, qui avait publié cet article, il y a Madame Piedad Ciampi, qui était le bras droit de Fernando Astete. Fernando Astete, c'était à l'époque le directeur du sanctuaire historique et archéologique de Machu Picchu. Et dans un message laconique, elle dit sur Facebook, dans les commentaires, que Armando Villanueva, en gros, perd son temps, blablabla, avec le faux archéologue, sans me nommer. Mais bien sûr, ça me visait, moi. Et je trouve qu'elle manque quand même pas de toupet, cette personne, parce que à Machu Picchu, elle est directrice de conservation de Machu Picchu. Mais elle n'a aucun diplôme, aucun titre universitaire en conservation ou en restauration. Elle est archéologue, certes, mais entre la conservation, la restauration et l'archéologie, c'est quand même deux disciplines différentes. Et donc, elle se permet de me taxer de fausse archéologue. Nous, on pourrait la taxer de fausse conservatrice. Et d'ailleurs, je ne comprends pas comment un site archéologique aussi célèbre, aussi fameux que le Machu Picchu ne peut pas s'offrir ou un restaurateur, un conservateur professionnel avec ses diplômes, etc. Je ne sais pas pourquoi ils font appel à elle. Ah oui, c'est vrai qu'on parle du Machu Picchu, c'est quand même un des lieux culturo-historiques les plus connus au monde. Oui, tout à fait. À titre personnel, moi, j'avais déconseillé Armando Villanueva de présenter ce projet de loi parce que c'est devenu, depuis 2013, un sujet de polémique et c'est quelque chose de très politique également. Et je lui souhaite bonne chance si il arrive à faire passer cette loi, parce que les cicatrices sont encore fraîches, on va dire, par rapport aux polémiques d'il y a 4-5 ans. Ouais, mais bon, on n'a pas de doute sur le fait que l'on a bien mis au jour le probable mausolée de Pachacútec, sans garantir que Pachacútec est dedans. Mais on sait qu'il y a une dizaine de tombes à l'intérieur, parce qu'on les voit, il y a même 3 tombes d'enfants, avec un contexte archéologique associé qui ne fait non plus aucun doute. Maintenant, d'assurer que Pachacútec lui-même est à l'intérieur, ça on ne peut pas le dire, parce qu'il y a des chroniqueurs qui se contredisent. En 1551, il y a Juan de Betanzo qui dit que Pachacútec était dans sa tombe de Patayacta, le nom originel de Machu Picchu. Mais en 1559, il y a un autre chroniqueur, c'est-à-dire 8 ans plus tard, Polo de Odegardo, qui était l'un des premiers maires de Cusco, qui raconte comment les Espagnols auraient découvert la momie de Pachacútec à Cocachi, c'est-à-dire dans le quartier de San Blas de Cusco. Voilà, donc, et nous, on se demande pourquoi. Ouais, on se demande quand même pourquoi les Incas auraient pris le risque de sortir la momie de Pachacútec de sa tombe où elle était en sécurité, puisque les Espagnols ont toujours ignoré l'existence de Machu Picchu,
pour la ramener vers Cusco à l'époque où les Espagnols faisaient la chasse aux momies incas, justement parce qu'elles faisaient l'objet d'un culte. Et sachant que la momie inca la plus recherchée, c'était précisément celle de Pachacutec, qui était le fondateur de l'Empire inca, le Napoléon, l'Alexandre, le Jules César des Incas. Donc, on ne voit pas trop pourquoi les Incas auraient pris le risque fou de se faire voler par les Espagnols cette momie. Donc, il y a toujours un doute historique sur la localisation moderne de la momie. En tout cas, ce qu'on a trouvé, c'est le probable mausolée. Voilà, et l'affaire continue et ça va encore durer, j'imagine, aussi longtemps que les momies de Nazca. Ah, n'est-ce pas? Pachacutec, il en est où? Alors, merci Thierry. Autre dossier. J'espère que celui-ci durera moins longtemps que les autres. Et nous aussi. Nous, on aimerait prendre un peu de distance avec l'affaire de Nazca et revenir sur les recherches de Paititi. Et on a donc présenté en juin de 2018 un nouveau projet pour aller vérifier sur la montagne Carrée la présence ou non d'un site archéologique de première importance. Et on est toujours dans les démarches par rapport à ce projet. On a une archéologue, directrice du projet de recherche, et Armando, qui n'a peur de rien, nous aide également dans ce projet. Voilà. Alors, ce qui se passe, c'est que en 2021, il y a le bicentenaire de l'indépendance du Pérou, et dans la perspective des commémorations du bicentenaire, Armando Villanueva aimerait bien résoudre l'énigme de Machu Picchu et celle de Paititi. Et je pense que si on pouvait donner au pays un site archéologique aussi emblématique que le Paititi, ça serait vraiment formidable. Et donc, on travaille dans ce sens avec Armando. Ce qui nous fait un peu rager, c'est que on a près des… vous savez, il y a la montagne Carrée et à côté, il y a deux lagunes jumelles, deux lacs jumeaux, pardon, et un lac Carré. Et on a des indices qui montrent qu'il y a quelques années en arrière, il y a une équipe avec un hélicoptère, donc avec des moyens puissants. Ils sont venus sur place, ils ont taillé la forêt puisqu'il y a deux ouvertures, deux coupes très nettes de la forêt qui montrent qu'ils ont fait un camp de base et un héliport. Et à l'endroit précis où nous-mêmes, nous pensons… C'est pas une coïncidence. Nous, la montagne Carrée, on n'est pas allé sur Google pour la découvrir. C'est vraiment les recherches depuis 2009 dans cette région de Lacoyavero et de Megantoni qui nous ont conduits directement vers cette montagne. Donc, c'est pas le hasard. Mais est-ce que tu penses que le fait qu'il y ait ça qui se voit, donc ces traces d'installation, ça veut dire qu'ils sont restés là pendant un petit moment ou qu'ils ont dû faire des allers-retours, c'est parce qu'ils auraient pu trouver ce que tu cherches? Nous, on pense qu'il y a une équipe qui a localisé le site et qui a organisé des opérations pour aller piller le site. Et nous, on s'attend d'ailleurs à trouver un site en très mauvais état parce que les deux coupes de forêt nous montrent que le site a déjà été pillé. Et il y a des rumeurs depuis 15-20 ans qui parlent du saccage de Paititi par Alberto Fujimori. On est dans les années 1999-2000. Et ce que l'on voit là, c'est peut-être la confirmation de ces rumeurs. Et tous les problèmes que l'on a depuis 3 ans à obtenir les permis pour aller dans la zone, c'est peut-être que certains fonctionnaires au ministère de la Culture veulent éviter un scandale. Parce que Paititi, c'est quand même la reine des cités perdues. C'est la première cité perdue que les Espagnols, en arrivant au Pérou, ont essayé de découvrir. Ici, on dit Paititi Eldorado. Et donc, à certains niveaux du pouvoir politique, ils empêchent peut-être ce type d'opération, justement pour éviter de révéler… Oh, purée. Voilà. Donc, parce que tu parles de pillage, parce que justement, s'ils avaient trouvé ça et si ça avait été honnête, le monde entier aurait pris connaissance de cette découverte.
Parce que là, Tout il à n'y a fait. aucune information. Donc, Non, non, non. Il n'y a que des rumeurs qui parlent de ces pillages depuis 15-20 ans. Et donc, nous, en ce moment, on fait tout notre possible pour aller sur place. On espère cette année, on sera patient. De toute façon, on attendra le temps qu'il faudra. On a notre logistique de prête. On a déjà payé l'hélicoptère il y a déjà 2-3 ans grâce à Eric Frémont. Et bon, vous avez déjà un site d'atterrissage, hein, finalement. pratiquement, mais on nous donnerait le Partout, faut le permis, dire. on pourrait partir la semaine prochaine et on n'aurait que la nourriture à acheter. Voilà. Et Ah donc, ouais. nous, c'est notre Mais bon, priorité, ça doit être notre priorité pour 2019. D'accord. ouais. Et tu penses que administrativement ça pourrait aller, ou est-ce qu'il y a du mouvement politique là-bas qui ferait que ça retarderait? C'est toujours compliqué, mais grâce à Armando Villanueva, j'espère qu'on pourrait débloquer l'affaire. Pour moi, c'est beaucoup plus facile d'obtenir le permis pour aller dans la montagne carrée que pour ouvrir la porte de Machu Picchu, par exemple. Machu Picchu, c'est un site protégé par l'UNESCO, c'est un peu compliqué, alors que Paititi, il y en a beaucoup qui considèrent que c'est un site qui n'existe pas, qui ne fait partie que du folklore péruvien, sud-américain, que ce n'est qu'une légende, donc ils peuvent nous donner un permis pour courir après une légende à la limite. Ouais, ça engage. Voilà, ça n'engage. Sauf si quelqu'un est au courant pour ce pillage ou a participé d'une façon ou d'une autre, de près ou de loin, à ce pillage et qu'il est en position hiérarchique pour vous empêcher d'accéder à ce lieu, parce que pour lui, il saurait à ce moment-là que c'est exactement ce lieu-là et qu'à ce moment-là, bah, cette autre légende qui dit que le site aurait été pillé à tel moment, bah, ce serait aussi révélé et les gens feraient vite le lien entre cette découverte et le pillage, et demanderait donc à juste titre des comptes au gouvernement, pourquoi ils n'ont pas bougé à cette époque. Alors, les arguments qu'on nous oppose, c'est que c'est dans une zone restreinte du sanctuaire national de Megantoni où vivent des populations non contactées. D'accord. Sauf que la montagne carrée, c'est quand même c'est 1000 mètres d'abysme. C'est vraiment une muraille de 1000 mètres et qu'il n'y a aucune raison de trouver au sommet des populations natives non contactées. On sait qu'il y a une famille non contactée à 6 km au nord-est et une cinquantaine de personnes vers les sources du Rio Timpia, une trentaine de kilomètres. Et donc, on n'a aucune chance de trouver dans la région des lacs ou de la montagne carrée des natifs. Et c'est pourtant ce qu'il nous oppose comme argument. Et nous, on aimerait faire comprendre aux responsables du ministère de la Culture et du ministère de l'Environnement que de toute manière, il y a des ingressos, des équipes de Waqueros qui cherchent à atteindre la montagne carrée sans demander les permis en question, donc, et qui peuvent mettre en danger les populations et le site lui-même. Donc, tant qu'il n'y aura pas une équipe officielle pour confirmer ou non la présence de ce site, il y aura toujours des groupes qui chercheront à atteindre ce site et qui constitueront des dangers pour le patrimoine culturel et pour les populations. Donc, qu'ils nous donnent ce putain de permis, tu vois. Ouais, au bout d'un moment. On sent que ça vient du cœur, donnez-lui ce putain de permis. Ouais. Voilà, un permis spécial, et puis qu'on en finisse, qu'on détermine une bonne fois pour toutes si le site est là, s'il n'est pas là. Oui, parce qu'au final, quand bien même il serait pillé, tout ça, pour les historiens, les archéologues, rien que les murs ou des fondations peuvent aider à écrire l'histoire ou à la comprendre. Oui, et puis j'ose espérer qu'ils n'auront pas détruit tout le contexte archéologique de la zone, parce que c'est quand même, on est dans les années 99-2000, c'est à l'époque où Fujimori a été renversé. Donc, ils n'ont pas eu le temps, j'imagine, de rester là suffisamment longtemps pour détruire le site, le piller si c'est le cas. Quand tu dis, excuse-moi, question bête, mais Fujimori, tu peux nous expliquer qui est Fujimori?
Fujimori, c'est un président qui est arrivé au pouvoir en 1990 au Pérou, à un moment très compliqué de l'histoire du Pérou, qui était en proie à la guerre civile contre le Sentier Lumineux. Sentier Lumineux, c'est un groupe maoïste qui, dans les années 80, faisait des actions terroristes à peu près partout dans le Pérou, notamment dans la campagne. Il a posé des bombes à Lima. Ça a été vraiment une période noire pendant 10-15 ans au Pérou. Et d'ailleurs, José Casafranca, le vice-président d'Incari, a lutté contre le Sentier Lumineux pendant cette période. Et donc, Fujimori est arrivé au Pérou en 90 et il a mis fin au Sentier Lumineux. Il a décapité la tête façon de parler, de ce groupe de guerrilleros. Abimael Guzman, qui était le chef, est toujours en prison. Et donc, on lui est gré de ça. Il a ramener la paix civile au Pérou. Et ça a été même un bon président au niveau économique, puisqu'il a modernisé les télécommunications. Le problème, c'est que il a voulu rester au pouvoir. Ici, au Pérou, un président ne peut se présenter aux élections qu'une seule fois, et il est obligé de laisser passer son tour pour se représenter une deuxième fois. Alors, donc, il a voulu changer la Constitution dans les années 95 et donc, il est resté au pouvoir. Et en 2000, il a voulu se faire un troisième mandat. Et là, il a été renversé par Alejandro Toledo et voilà. Il a été ensuite accusé de crimes contre l'humanité et il était en prison jusqu'à il y a peu. Le président PPK, Pedro Pablo Kuczynski, l'a libéré il y a 1 an et demi. Ça fait un tollé, donc il est de nouveau en prison. Et enfin bon, voilà quoi. D'accord, merci pour ce petit cours d'histoire politique. Non, mais au moins on situe qui est ce personnage ouais. et voilà. Et quel était et donc, alors il est d'origine japonaise. Et dans les années 99-2000, à la fin de son deuxième mandat, avec le vice-président Montesino, ils auraient réussi à localiser le Paititi et ils auraient affrété des hélicoptères pour aller piller le site. C'est des rumeurs qui courent depuis une dizaine d'années. Et une partie aurait été des richesses récupérées dans le site aurait été ramenées au Japon. D'accord. Voilà, donc ce sont des rumeurs comme ça. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Il s'est passé quelque chose à cette époque parce que j'ai eu l'occasion de parler avec des maires, notamment de Lares et Amparaes, des petites villes de cette village de cette zone, et qui nous ont parlé de balais d'hélicoptères à cette époque qui allaient vers la forêt amazonienne. Ils ne savaient pas pourquoi. Et donc, je pense qu'il s'est passé quelque chose. Et les traces que l'on a vers la montagne, à côté de la montagne Carrée, pourraient confirmer ces rumeurs. D'accord. Voilà. Bah, c'est pas gai tout ça, mais non, en fait, à chaque fois, c'est la course contre la montre. On a l'impression que. C'est ce que je me dis. Chacun des dossiers sur lesquels travaille Thierry. Excuse-moi, du coup, je parle avec Guillaume. Chacun des dossiers de Thierry, c'est un truc de dingue. C'est comment ça va, Thierry? On est un peu stressé. Mais en tout cas, le Paititi, c'est quand même la raison d'être de l'Institut Inkari. C'est pourquoi moi je vis ici au Pérou depuis une vingtaine d'années. Et on aimerait quand même résoudre cette énigme historique. Et donc on court après les permis depuis 2015. D'accord. Ça fait 4 ans. Ça commence à faire loin. Là, on va compter sur l'aide du congressiste. Ta bonne étoile de ces 2 dernières années, qui est de 2018, et espérons tout 2019. Moi, je suis convaincu qu'on va les avoir à l'usure et qu'ils vont finir par nous filer le permis. Et j'espère qu'on va réussir à apporter cette réponse dans les mois qui viennent. J'espère. Après, maintenant, moi, je me dis ça a touché quand même les hautes sphères. C'est déjà compliqué avec ce pillage, le pillage organisé donc par le président de l'époque. Là, on touche aussi à l'international. Soi-disant organisé. Ouais, c'est pas sûr.
on va pas faire de la diffamation. Donc voilà, supposer peut-être, potentiellement, on ne sait jamais, il se pourrait que voilà, le truc que l'ancien président ait pu participer à ce pillage et qu'en même temps, ça toucherait l'international avec les reventes ou en tout cas une transaction où ces artefacts auraient pu voyager jusqu'au Japon. Donc ça complique un petit peu l'histoire, mais c'est vrai qu'à l'usure, sur un malentendu, avec la bonne personne qui se trouve là. J'ai envie de dire à nos amis fonctionnaires péruviens, c'est un coup de tampon. C'est rien. Allez-y. Et c'est 2 signatures, 2 coups de tampon. Et donc, on a la chance d'avoir un congressiste avec nous qui est passionné par le thème culturel ici au Pérou. Et à mon avis, on n'a pas fini d'entendre parler de Armando Villanueva. C'est vraiment quelqu'un qui a de l'avenir, une personnalité montante au Pérou. Et je pense que grâce à lui, on pourra, je l'espère, aller à Megantoni pour apporter une réponse quoi, à cette affaire. J'espère aussi. On croise les doigts. Comment conclure là, sur cette soirée de folie te remercier Thierry encore une fois, toujours présent, fidèle à nos invitations. Donc merci infiniment à chaque fois de répondre favorablement. C'est toujours un plaisir et puis j'allais pas manquer de souhaiter un super génial méga top anniversaire. Et c'est 3e année, ça fait 3 doigts. Ah oui, c'est 3 ans. Exactement. En mon nom personnel et au nom de toute l'équipe de l'Institut Incaré qui ont été charmés de voir Nora en chair et en os et pas momifiée ici à Cusco. Ouais, mais merci infiniment à mon ami José, resté sur place, qui m'a vraiment donné un sacré coup de main tout le long de ce voyage. Merci à toi pour ton accueil encore une fois, c'était juste magnifique. Et on a passé une année à te suivre dans ces recherches. Je dis souvent, les amis, ne suivez personne et surtout ne me suivez pas, je ne sais pas où je vais. Quand je parle de te suivre, c'est vraiment d'être ton compagnon de route dans cette aventure incroyable des momies de Nazca, sachant qu'il y avait cette autre aventure tout aussi incroyable de Paititi. Il te reste encore le Machu Picchu, là, vieux dossier, mais qui pourrait un petit peu s'ouvrir, s'éclairer lui aux années qui viennent. Mais nous, pour le Machu Picchu, on imagine, enfin moi j'ai aucun doute qu'à un moment donné, ils vont faire l'ouverture de cette fameuse entrée, mais nous on ne sera pas de l'équipe. Ça sera c'est sûr. Cherche pas. Le Français qui a trouvé le truc ne sera pas là. Voilà, non, ce sera une équipe du ministère de la Culture, financée par le ministère de la Culture, avec des archéologues bien péruviens, etc. Et à la limite, pourquoi pas si ça nous permet de savoir le contenu de ces cavités souterraines. Peu importe. Mais ça se fera un jour. Moi, j'en ai aucun doute. Écoute, je te connais depuis assez longtemps pour savoir vraiment à te voir que tu es passionné par la recherche, l'enquête et faire en sorte que les mystères soient en lumière et qu'on puisse les comprendre. Donc, de qui ça vient, de comment, de pourquoi, à la limite, ou la gloire de l'enquête, c'est pas ton truc. Mais en tout cas, je te remercie de faire en sorte de nous aider à en découvrir plus sur l'humanité, l'histoire de l'humanité, voire plus largement. On ne sait toujours pas. On se pose toujours des questions pour les tridactyles. Mais ouais, merci à toi de partager tout ça en transparence. Merci à Nurea TV d'exister. Vous êtes vraiment une équipe formidable. C'est une super fenêtre sur tous ces thèmes. Et merci de nous ouvrir la fenêtre de Nurea à Incari. Et comme vous voulez. Comme vous voulez. Notre fenêtre vous êtes grande ouverte, monsieur Jamin. Merci de perturber nos cerveaux. Je vais laisser Guillaume conclure sur cette soirée parce que moi, je suis encore choquée. Là, je vais laisser reposer mon cerveau. On conclura avec un immense merci. On salue toute l'équipe de l'Institut Incari. Moi, je les remercie à titre personnel pour l'accueil qu'ils ont fait à Nora quand elle s'est rendue dans votre beau pays du Pérou. Un petit coucou aussi à Alain Bonnet, qu'on voulait saluer, qui a toujours fait le lien entre ton équipe et le média que nous sommes. Alain fait un super travail aussi, donc on voulait le saluer. Un gros bisou à Michel Ribardière. Michel Ribardière, qui était du voyage au Pérou et qui est partie prenante dans l'Alien Project. Un grand merci surtout à toi, Thierry. Merci pour ton intégrité, pour tes recherches. Merci pour la passion qui t'anime. Et merci de partager tout ça
avec Nora, avec moi et avec les Nuréens. Donc, on te souhaite mais vraiment beaucoup, beaucoup de courage et beaucoup de chance dans tes futures recherches. Nous, on suit ça de près. Et puis, que dire si ce n'est, les amis, c'est la fin de cette 4e journée spéciale semaine anniversaire Nurea TV. On est très, très heureux de fêter tout ça avec vous. Demain soir, vous pourrez retrouver Nora. Demian en ma compagnie. Donc Demian en la compagnie de Nora ou Nora en la compagnie de Demian. On va dire c'est la même chose. Dès 20h30 en direct sur Nurea TV. D'ici là, les amis, prenez soin de vous, reposez-vous bien. Reposez-vous beaucoup parce qu'on va faire une émission extrêmement longue avec Demian. Je vous le dis tout de suite, on va peut-être voir le soleil se lever. Préparez-vous. Voilà, donc dormez, ne vous levez pas trop tôt et surtout gardez les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À très bientôt. Ciao les Nuréens. Au revoir Thierry. Au revoir, à bientôt. Bon anniversaire.